Alors c'est à nous que revient la lourde tâche de clôturer la journée. Et on va essayer donc de vous maintenir éveillés. Et pour ça, on a un sujet de société qui est très important aujourd'hui, la transition écologique. Alors la transition écologique en tant qu'axe de développement de notre santé. Donc pour développer ce sujet-là, j'ai la chance d'accueillir donc 6 personnes du coup. Donc il y aura Madame Coralie Capdevila, qui est masseur kinésithérapeute, présidente de la FFMKR. Vous l'avez celui-là? Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du temps. Vous pouvez l'applaudir. Le docteur Ariel Manevy, docteur en médecine, anesthésiste, réanimateur. Claire Traon, directrice de mission transition écologique et santé environnementale à la CNAM. Gilbert Angard, maire adjoint d'Albi, président de l'association nationale élue santé publique et territoire. Julien Bestion, conseiller en transition énergétique et écologique en santé du GHT Cœur d'Occitanie. Et pour finir, Bernard Jourdain, chargé du développement durable au centre hospitalier de Niort. Donc, comme on a perdu pas mal de temps juste avant, on va le rattraper. Je vais directement donner la parole donc à Claire Traon. Pouvez-vous nous expliquer comment on impulse une dynamique pour devenir un acteur de la transition écologique? Tout un programme. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour la qualité de cette journée que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Alors comment on impulse? Je vais peut-être démarrer par juste pourquoi on impulse cette dynamique de transition écologique, notamment dans le secteur de la santé. On a beaucoup parlé aujourd'hui des différentes contraintes auxquelles est soumis le système de santé, de l'accès aux soins, de vieillissement de la population, de la densité, démographie en santé. L'idée, c'est pas de plomber le moral de tout le monde en ajoutant la transition écologique et les crises environnementales sur le sujet. Peut-être que l'idée aujourd'hui, ce serait aussi de montrer que la transition écologique peut être une opportunité pour le secteur de la santé. C'est aussi une des conditions du maintien de l'accès aux soins dans les années qui viennent. Et donc pourquoi faire de la santé un acteur important de la transition écologique? Tout simplement parce que les enjeux écologiques sont des enjeux de santé. À double titre. D'une part, le système de santé a un impact sur l'environnement, de par son fonctionnement, les émissions de gaz à effet de serre qu'il occasionne, les pollutions qu'il génère, etc. Donc, dans le cadre réglementaire qui est le nôtre, de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a différentes lois, ça fait partie de notre recommandation aujourd'hui que de réduire notre impact sur l'environnement. Et donc, il faut savoir que le système de santé, si on lit, vous avez peut-être tous lu le rapport du Shift Project Décarbonons la santé pour soigner durablement, ce rapport nous dit que le système de santé représenterait environ 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc c'est beaucoup, et donc ça veut dire que on doit aussi, en tant qu'acteur du système de santé, regarder notre fonctionnement pour tenter de réduire et d'apporter notre pierre, comme n'importe quel secteur de l'économie française, à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour l'impact de la santé du système de santé sur l'environnement. L'environnement et la dégradation de l'environnement a aussi un impact sur la santé. Les données scientifiques, la recherche scientifique sur ce sujet commence à être bien riche désormais. Quelques chiffres pour illustrer. On a des chiffres de Santé publique France qui nous disent que environ 16 milliards on pourrait faire 16 milliards d'économies si on diminuait donc la pollution de l'air. On aurait 20 000 recours aux soins en 2022 dus aux canicules. Donc, on sait aujourd'hui que l'environnement et la dégradation de l'environnement a un impact sur le système de santé, sur les pathologies chroniques qui se développent et donc forcément sur les dépenses de la santé pour l'assurance maladie. Donc c'est un double enjeu à ce titre pour notre système de santé que de s'emparer des enjeux écologiques aujourd'hui.
Et alors, comment devenir un acteur important et comment impulser une dynamique sur ce sujet? La première chose, c'est déjà de prendre conscience, de se former, de s'informer sur ces enjeux-là. Donc, pour parler de ce que je connais, ce qui a été fait du côté de la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a évidemment des engagements qui ont été pris au plus haut niveau, au niveau national, avec l'État dans une convention d'objectifs et de gestion, et qui a ensuite occasionné la mise en place d'une structuration au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'un pilotage dédié, donc sous pilotage du directeur général, d'une feuille de route en matière de transition écologique qui va couvrir à la fois notre fonctionnement interne, parce qu'évidemment on va aussi regarder le fonctionnement de l'assurance maladie dans sa gestion bâtimentaire, sa consommation d'énergie, ses déplacements, etc. Et aussi travailler sur notre rôle en tant qu'acteur du système de santé. On l'a écrit là, juste derrière nous, notre mission c'est de protéger la santé, et on l'a rajouté, protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous. Et ça, la transition écologique, ça fait partie effectivement de cette mission de protéger la santé en agissant auprès des différents acteurs qui composent le système de santé. On a la force côté assurance maladie d'être présent sur l'ensemble du territoire, de parler à tous les acteurs, les assurés sociaux, les professionnels de santé, les élus, les établissements, et donc de pouvoir impulser une réelle dynamique aussi au national, mais peut-être surtout aussi à l'échelle des territoires, puisque cette transition écologique, on le voit nous côté national, les initiatives viennent souvent des territoires, des réalités de terrain, et le bon niveau pour mobiliser les acteurs du système de santé, c'est certainement le niveau local ou le niveau départemental autour de ces enjeux donc de transition écologique, de santé environnementale et de protection de la santé pour l'avenir. Pour ce qui est de l'assurance maladie, vous me dites si je... Non, allez-y, on est dans l'état. De notre côté, donc, ce qui est important, je pense, c'est vraiment d'avoir cette structuration, un pilotage dédié et des outils aussi pour mesurer des indicateurs pour évaluer notre avancée, des indicateurs de mesure, de bilan carbone, des indicateurs aussi d'évolution, de suivi des pathologies chroniques également, et de mener vraiment une politique de formation, d'information et d'accompagnement des différents acteurs, des différents métiers. Je pense que tous les métiers sont concernés. On a tous un rôle à jouer. Nous, en tant qu'acteurs de financement des soins, de protection, d'accompagnement des assurés sociaux. Les territoires, les professionnels de santé ont également un rôle fondamental à jouer. Avec les élus locaux également. Donc, je parle de transition écologique et de santé environnementale. Dans notre vision côté assurance maladie, il y a vraiment les deux aspects du sujet. Quand on a parlé ce matin de l'importance des transports et de la mobilité pour soins, c'est aussi un enjeu fondamental en matière de transition écologique de demain. C'est un enjeu d'accès aux soins dans les prochaines années, peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme, ça va être un enjeu fondamental que de pouvoir se déplacer pour avoir accès aux soins. Et donc c'est aussi une responsabilité d'aménagement du territoire, et l'assurance maladie va pouvoir sans doute aussi jouer son rôle sur ce champ-là. S'agissant de la décarbonation du système de santé, dans notre schéma directeur et dans la transition écologique du système de santé, je ne vais parler que de décarbonation, l'assurance maladie souhaite accompagner là aussi les professionnels de santé, les acteurs des établissements et de l'exercice coordonné pour donc décarboner les soins. Si je reprends le rapport du Shift Project, contrairement peut-être à certaines idées reçues, l'impact le plus important au sein du système de santé, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux.
le rapport nous dit qu'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre du système de soins français, c'est le médicament, consommation de médicaments et les dispositifs médicaux. Ça prend en compte l'ensemble du cycle de vie de ces produits, hein, du mode de production jusqu'à l'élimination. Donc c'est forcément un enjeu pour nous. Ça rejoint aussi d'autres enjeux de financement, de soutenabilité. Voilà, c'est des enjeux d'accès aux soins et de bon usage du système de soins avec ces lunettes désormais écologiques pour porter ces sujets vers l'ensemble des acteurs du système. Merci beaucoup pour ce cette visio très nationale, et on voit un petit peu tout la mise en place qui se fait. Vous l'avez évoqué vous-même, ça va se décliner tout ça localement. Avant de venir dans nos départements, on va d'abord être dans la région, avec la chance d'avoir Monsieur Jourdain, donc, qui est de la région Aquitaine. On voudrait savoir comment se passe la transition écologique donc, dans votre région. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de la Nouvelle-Aquitaine et de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une ARS fortement engagée sur la transition écologique. La feuille de route qui a été mise en place par la DGOS au niveau national a été déclinée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un engagement fort. Il y a des objectifs. Il y a une chargée de développement durable à l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les établissements. On n'en a pas dans toutes les régions, dans toutes les ARS. Elle porte aussi une boîte à outils qui s'appelle Cap Hôpital Durable, que vous pourrez voir apparaître bientôt sur les réseaux sociaux, dans lequel il y a 3 outils pour aider les établissements de santé à s'engager. Il y a un outil qui s'appelle Panelsphère, c'est un jeu de cartes pour engager et culturer les professionnels dans la thématique de la transition écologique. Il y a l'agenda 2030 qu'on a créé à Niort pour permettre de construire des stratégies pour les établissements de santé. Et derrière, il y a ce qu'on appelle les unités durables pour les acteurs du terrain, pour que les unités de soins s'engagent dans la transformation écologique. Et derrière, l'ARS Nouvelle-Aquitaine accompagne les établissements de santé à réaliser gratuitement leur bilan carbone, leur BGES, via un outil, une plateforme en ligne qui est financée par l'ARS, dont les établissements vont déposer dessus leur bilan carbone, comme le disait Claire, pour à un moment donné avoir un observatoire des pratiques derrière et des résultats. Quand on est en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi créé, nous, professionnels de santé, une association qui s'appelle Agir durablement en santé en Nouvelle-Aquitaine. On regroupe des professionnels et des établissements. Et là, on travaille avec les acteurs du territoire, la région, l'ARS, la CPAM, l'ADREAL. On a créé des outils avec des financements régionaux qui permettent d'aider les établissements de santé à faire des diagnostics développement durable de leurs pratiques. On évite les labels parce que ça coûte très cher, on n'a pas les moyens dans les établissements de santé. L'outil qu'on a, vous pouvez à moindre coût lancer un diagnostic de votre établissement de santé. Aujourd'hui, la DSNA porte la mission d'appui de l'ARS. On accompagne au nom de l'ARS les établissements de santé sur la décarbonation et sur l'écolabel d'hébergement qu'on doit réaliser. Et on doit créer un observatoire régional des pratiques. Quand on parle collectivité, établissement de santé, les établissements de santé doivent s'engager, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Vous, collectivité, vous avez un grand pouvoir d'agir avec nous. Quand nous, établissements de santé, on fonctionne toute l'année, quand vous fermez les écoles l'été, nous, on climatise. Quand vous, l'hiver, vous fermez vos écoles l'hiver, nous, on chauffe tout le temps. On chauffe avant, on chauffe après. Donc, on a besoin d'agir et de s'engager dans la transformation écologique. Vous et nous, collectivité, quand vous travaillez sur les déchets, on a besoin de travailler sur nos déchets. Quand on parle de plan alimentaire de territoire, est-ce que vous, collectivité, vous invitez les établissements de santé à participer? Quand nous, établissements de santé, on travaille sur nos BGES et qu'on baisse nos consommations, on vous aide dans vos plans climat, air, énergie à baisser vos émissions. Donc il y a vraiment des interactions à créer entre vous et nous sur la transformation écologique. Après, quand je suis à l'établissement de santé comme Niort, eh ben, je fais des bilans carbone tous les 4 ans. Je regarde mes indicateurs. Je travaille avec mes unités de soins à faire de la transformation écologique. J'accompagne mes unités de soins avec les unités durables. J'ai un plan d'action agenda 2030, j'en ai fait 3 depuis 15 ans. J'ai une stratégie qui est construite. Les établissements ont besoin de ça aussi. Et vos professionnels ont besoin de ça aussi. Comment vous les accompagnez dans leur pratique de métier? Ça redonne du sens. Ça redonne de l'envie. C'est vraiment important la transition écologique. Et pour vos patients, quand ils trient chez eux les déchets et qu'ils ne trient pas à l'hôpital, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Donc pour vos patients aussi. Et quand on parle d'hôpital magnétique, comment j'attire de nouveaux professionnels et comment je les garde, ben, la transition écologique est un atout pour le faire. Donc vraiment, on a besoin de s'engager tous ensemble dans la transformation écologique.
Merci beaucoup. On sent beaucoup de passion dans votre discours. On va pouvoir maintenant se rapprocher du terrain, être encore plus local, et on va laisser la parole à Madame Capdevila qui va nous expliquer comment se lancer dans l'écologie, grand du sujet là aussi, et comment le financer. Alors merci Florent pour ta question qui a deux aspects. Alors le premier aspect c'est comment moi en tant que professionnel de santé, je suis kinésithérapeute libérale, je me suis lancée dans l'écologie, et ensuite comment j'ai pu coordonner le financement d'un projet plus national. Alors moi je me suis lancée dans l'écologie via mon poste d'élu URPS MK Occitanie. Donc j'ai créé la première commission santé et environnement de France, puisqu'il n'y avait pas de commission similaire en France. Et en fait, je suis partie du constat que en termes d'écologie ou de pratique de transition énergétique, nous avions beaucoup d'outils pour la pratique de tous les jours, pour notre pratique personnelle, dans notre vie familiale, etc. Mais qu'au niveau professionnel et au niveau de la santé, eh bien, on manquait cruellement d'outils, on manquait de bilan, on manquait de support. Et donc, via cette commission santé-environnement, j'ai voulu toucher avec mon équipe les 8000 kinésithérapeutes d'Occitanie via des bonnes pratiques, des éco-gestes et favoriser les co-bénéfices. Alors, donc on a parlé bien sûr de la gestion des déchets dans un cabinet médical, paramédical. On a parlé par exemple de l'utilisation d'huile de massage végétale plutôt que l'utilisation de crème à base de paraffine. Et ensuite, on a favorisé les co-bénéfices. Alors, les co-bénéfices, par exemple, tout simplement, c'est comment favoriser chez notre patient de venir à notre cabinet la marche plutôt que de venir en voiture. Et donc, je vous invite tous à utiliser le plus souvent possible votre vélo ou d'aller au travail en marchant, parce que ceci va avoir un impact à la fois sur la planète, va avoir un impact sur l'air que vous respirez et surtout sur votre santé. Donc ça, c'est la partie de mon poste d'élu RPS. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer donc Romaric Rickmer, que je salue, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est kinésithérapeute et ingénieur de formation. Il est kinésithérapeute à Saint-Étienne. Et en fait, on a eu pour projet de monter le projet Kiné CO2. Donc Kiné CO2, qu'est-ce que c'est ? C'est le bilan carbone de la kinésithérapie en France. Et donc, j'ai contacté toutes les autres URPS de France parce que, en termes de budget, il nous fallait un budget d'environ 150 000 € pour créer ce site internet à destination de tous les kinésithérapeutes de France pour réaliser leur bilan carbone dans leur cabinet. Et donc j'ai contacté toutes les autres URPS de France et on a emporté avec nous quasiment 80% des URPS pour nous aider à financer ce projet. Et la deuxième chose, c'est que grâce à toutes les autres URPS de France, eh bien, nous avons eu un reflet du climat français, parce que uniquement le climat d'Occitanie, ça ne suffisait pas. Il nous fallait le climat humide de la Bretagne, il nous fallait le climat des Alpes, il nous fallait voilà. Donc ce projet, il verra le jour normalement à la fin de l'année 2025. Il est en cours de construction puisque nous avons besoin d'abord de données scientifiques avec des analyses de cycle de vie de tout ce que comporte un cabinet de kinésithérapie en termes de matériel, en termes de déplacement des patients, en termes de déplacement des professionnels de santé, parce qu'on fait quand même beaucoup de soins à domicile. Donc il y a 106 cabinets qui sont actuellement en expérimentation. Donc ce projet pour l'instant il est innovant parce qu'il est nouveau, parce que cela concerne la médecine de ville et la médecine libérale. Est-ce que ce sera une innovation ? On verra. Pour reprendre les termes de ce matin, il participe, je l'espère, qu'il va participer à la transition écologique de la médecine de ville et des soins de ville,
puisqu'elle représente sur les 8% de dépenses carbone, eh bien, la médecine de ville représente 20% des dépenses carbone. Donc, à partir de la fin de l'année, nous aurons des données, c'est-à-dire quel est le coût carbone d'une séance de kinésithérapie, quel est le coût carbone d'une séance de kinésithérapie dans un cabinet qui a beaucoup de matériel, quel est le coût carbone d'une séance de kiné au domicile d'un patient. Et j'espère que ce bilan carbone de ce métier de rééducateur va pouvoir faire des émules et faire des petits, c'est-à-dire que j'espère qu'on pourra faire le bilan carbone d'une consultation de médecin, d'une prescription de médecin sur un mois d'antalgique, d'une chirurgie. Est-ce que, par exemple, 50 séances de kinésithérapie, ce qui est énorme, est-ce que son coût carbone ne va pas être plus faible qu'une chirurgie d'un genou? Voilà. J'espère qu'on va arriver à bilanter le système de santé, à bilanter chaque acteur, chaque soin du système de santé, et ensuite pour pouvoir agir poste par poste de façon la plus efficiente possible sur les postes sur lesquels il faut agir pour réaliser la transition écologique. Merci beaucoup Coralie. Vous pouvez applaudir. Alors, pour la suite, on va donner la parole à Monsieur Angard, qui va nous expliquer quel rôle peuvent jouer nos élus locaux dans cette volonté de transition écologique. Écoutez, d'abord, je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai commencé mes études de santé publique, alors c'était au siècle dernier, quand on parlait de santé, on se référait à la définition de l'OMS, état de parfait bien-être physique, moral et social. Et en fait, aujourd'hui, cette définition, elle ne suffit pas. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas penser la santé humaine sans penser la santé de la biosphère, voire de la planète. Et le plan national santé-environnement a ressorti un concept assez ancien, puisqu'il a au moins 20 ans, de One Health, la santé globale. Alors, aujourd'hui, notre action au niveau des collectivités territoriales, en tout cas à Albi, et vous avez entendu Madame le maire qui est engagée sur ce dossier et qui m'a demandé évidemment de prendre en charge le dossier de la santé, se situe dans cette perspective, c'est-à-dire avoir de la santé dans, on va dire, toutes les politiques de la ville. Aujourd'hui, alors c'est pas courant dans toutes les communes, puisque c'est un engagement volontaire des communes, donc il n'y a pas de financement, donc c'est sur les ressources propres de la commune, et ça veut dire mettre en place un certain nombre d'actions. Parce qu'on se rend compte que, et Madame le maire l'a dit de façon très précise, les élus, on est au contact de la population. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, d'abord ça commence par ma femme, et puis l'environnement, tout le monde va voir les élus. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est allé solliciter nos aînés médecins pour mettre en place le centre de santé, puisque tout le monde venait à la mairie se plaindre. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est vraiment un des défis majeurs du XXIe siècle. Bon, alors on sait la grande canicule de 2003 avec les 15 000 morts. On sait qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est les pollutions, c'est les inondations, c'est les feux de forêt, c'est les maladies vectorielles. Enfin, et tout ça, ça a des impacts sur la population. Et quand on est élu, on est là au service de la population. Donc il faut faire des choses. Et donc, pour nous, nous agissons dans toutes les politiques, dans le cadre de partenariats. Alors, nous avons un partenariat avec l'Agence régionale de la santé, puisque la santé, c'est une prérogative régalienne, c'est une prérogative de l'État. Et donc, nous travaillons en partenariat, et c'est l'État, quand même, qui donne les grandes lignes. Nous
travaillons beaucoup avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec notamment tout ce qui est prévention. On n'a pas beaucoup parlé de prévention aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'il faudra faire un jour un truc, parce qu'il y a de quoi parler sur la prévention. Et donc, nous essayons, dans tous les domaines, d'instiller de la santé. Alors, je vais vous donner des exemples précis. Par exemple, on sait que sur Albi, qui est une ville minéralisée, hein, et une ville du sud de la France, la canicule va être un sujet majeur, hein, dans les années à venir. Et on sait que sur les villes, il y a ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Donc il y a toute une réflexion d'urbanisme à mener sur la végétalisation, le rafraîchissement urbain, avoir des fontaines d'eau fraîche, etc., etc. Nous sommes en train de travailler. Dans le programme politique de Madame le maire, c'était l'idée d'avoir un espace vert à 10 minutes minimum. Bon, nous sommes en train de le réaliser et je pense que d'ici la fin du mandat, nous l'aurons réalisé. Nous essayons de mettre en place, enfin, nous avons mis un programme alimentaire territorial pour avoir des circuits courts, une restauration de qualité, etc. Avec des formations à la nutrition, au sport santé, hein, donc développer toutes ces actions-là. Nous travaillons également sur la culture, parce que la culture a un impact sur la santé mentale. Hein. Et il faut savoir que le fait de développer de la culture, ça crée de la sociabilité, ça crée aussi le fait de ressortir ses émotions, etc., etc. Donc, au niveau des crèches, au niveau du périscolaire, nous avons tout un tas d'attitudes. Alors, ce qu'on vise finalement dans ce changement climatique, c'est trois choses. D'abord, essayer d'atténuer le phénomène. C'est ensuite de développer des stratégies de résilience. Hein. Je pense par exemple au registre des personnes isolées. Hein. Pendant la canicule, nous avons, avec le CCAS, nous appelons régulièrement, moi ça m'arrive, hein, le week-end, d'appeler les personnes âgées isolées, hein, pour savoir si tout va bien. Les porteurs de repas font des reportings sur l'état de santé. Et ensuite de la durabilité, parce qu'il s'agit aussi d'installer des solutions qui seront pérennes dans le temps. Voilà. Je peux parler 2 heures, mais vous m'avez dit qu'il valait mieux. On peut s'arrêter là, ça sera parfait. Comme ça, on a bien vu le rôle des élus et on pourra laisser la place donc à nos 2 derniers intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Angard. Docteur Manevy et Monsieur Bestion, vous êtes en charge d'un projet de GreenREA. Pouvez-vous nous en dire plus, tout simplement? Donc la GreenREA, c'est une tendance des services de réanimation de France à tendre vers un peu plus d'écologie dans la prise en charge des malades. Ça fait partie des premières grosses spécialités à avoir évoqué nationalement et surtout sur les CHU cette volonté de un peu plus de développement durable. Je pense que c'est pas un hasard, c'est parce que suite au Covid, il y a eu dans des soins très intensifs et réanimatoires chez des patients vraiment un excès de production de déchets et ça a engendré une prise de conscience chez tous les soignants. Moi je travaille à l'hôpital de Castres et Julien également sur Castres et Albi et donc c'est en arrivant à Castres il y a 2 ans et demi qu'on a mis en place le projet de GreenREA. Concrètement c'est un groupe de travail composé d'aides-soignantes, infirmières, médecins, cadres et donc Julien qui est ingénieur en transition écologique sur l'hôpital pour aller vers une santé hospitalière plus durable. Par plusieurs éléments et on a débuté le tout avec une gestion de la production des déchets et la mise en place de tri. Peut-être que tu peux compléter. Oui, bonjour. Donc on a commencé cette GreenREA il y a presque 3 ans et aujourd'hui l'équipe soignante est partante et dynamique autour de cette thématique-là. C'est vraiment un projet de service. Et donc, là, comme l'a dit Ariel, c'est une philosophie, c'est une nouvelle manière de voir, finalement, le fait de travailler dans un service de réanimation, mais avec l'angle développement durable ou environnemental. Donc, en fait, on a, comme l'a dit Ariel, travaillé sur les déchets. Pour vous donner un exemple
À l'hôpital de Castres, en 2022, on a généré environ 130 tonnes de dasserie. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 70 tonnes de dasserie. Donc on a quasiment divisé par 2. L'objectif, c'est d'arriver à 20 tonnes de dasserie. Voilà, ça c'est un exemple vraiment concret. C'est-à-dire que les dasseries, c'est vraiment le déchet spécifique du soin. Et celui-là, il génère vraiment beaucoup de pollution parce qu'il est incinéré. Un autre exemple sur lequel nous travaillons, c'est en ce moment, on est en train de faire du coaching sur l'éco-prescription. Donc l'éco-prescription, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas simplement le mot éco devant le mot prescription, c'est vraiment une nouvelle manière de voir la prescription, c'est-à-dire essayer d'optimiser une prescription en évitant le plus possible le plastique et en évitant de générer des déchets au moment de la prescription. Pour vous donner un autre exemple très simple, quand on donne du paracétamol, soit un docteur le prescrit en intraveineuse, soit à l'oral. Eh bien, en intraveineuse, il génère 72% de plastique. Alors qu'à l'oral, il y a juste un petit cachet emballé avec, certes, un petit peu de plastique, mais quasiment rien. Donc, ça paraît très très simple, mais sur la durée de vie d'un médecin ou sur la durée de vie d'un hôpital, c'est considérable ce petit choix qui est fait. Donc, évidemment, cet exemple se décline sur tous les autres médicaments, mais c'est une nouvelle porte d'entrée qui permettra à terme de vraiment réduire ce gros impact. Comme l'a dit Madame Traon, l'impact, c'est qu'aujourd'hui, 8% de la pollution du système de santé, le système de santé représente 8% de la pollution ou des émissions de CO2 au niveau national. Donc pour focaliser là-dessus, eh bien, en travaillant sur les médicaments, on peut réduire drastiquement cette pollution, donc le CO2. Pour réintégrer ça dans tout ce forum de cette journée sur l'innovation, je pense que toute cette réflexion sur le développement durable, c'est plus une évolution du soin qu'une réelle innovation. C'est se remettre en question dans sa pratique. C'est vrai qu'à l'hôpital, on est rapidement dans sa bulle, surtout dans des services aussi intensifs que les nôtres, mais en fait, se remettre en perspective que ce que l'on fait, ça reste pas dans cette bulle, ça s'intègre dans notre monde. Et ce qu'on fait à la maison, il faut aussi l'appliquer. Et donc pour ça, il faut remettre en question en permanence ces pratiques. Et je pense que ça, c'est une démarche qui est plutôt positive, qui nous fait aller même plus loin que ce qu'on pensait faire au début, uniquement faire du tri, réduire les déchets. En fait, maintenant, on commence à remettre en question tout ce que l'on fait. Alors, on va aller vers de plus en plus de réutilisables, peut-être revoir nos commandes de dispositifs médicaux et donner du sens à ce que l'on fait via cette remise en question. C'est aussi assez fédérateur dans l'équipe, finalement. C'est un beau mouvement qui est très satisfaisant pour le personnel, aussi pour les patients. Et je pense que ça va aussi dans les valeurs d'exemplarité que doit avoir un établissement de soins. C'est-à-dire que quand même, quand les patients sont pris en charge plusieurs semaines ou plusieurs mois dans un endroit, un établissement public, il faut qu'il en ressorte quelque chose de positif, de qualitatif. Et par ailleurs, c'est aussi qualitatif pour le personnel, puisque nous, on le voit à travers tous les remplaçants qu'on a dans la structure, qui sont agréablement surpris de voir cette démarche. C'est une démarche de modernité, de montrer que notre établissement est dans une évolution, une remise en question permanente, en fait. Et je pense que c'est plutôt du positif, tout ça. Merci beaucoup. Alors, on a... On a réussi l'exploit de finir un tout petit peu en avance. Donc si vous voulez intervenir ou compléter des propos, n'hésitez pas. Vas-y, Julien. Oui, je voudrais juste rajouter un petit mot. Mon micro ne marche plus. Si, c'est bon. Pour rebondir sur ce qu'a dit Ariel, ça donne une dynamique de service dans l'hôpital et ça fait rebondir sur l'attractivité de l'hôpital. C'est-à-dire que quand un médecin a le choix au moment de choisir sa carrière, a le choix entre 3 ou 4 hôpitaux, eh bien, il va choisir celui qui est le plus écolo. Et celui qui est le plus écolo, entre guillemets, c'est celui qui bénéficie d'une réa ou d'un green block ou d'une green réa. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur. Je vais compléter en exemple. À Lyon, on n'a pas encore le green block, mais on a 2 unités engagées. Je vous donne quelques exemples. Maternité. Au départ, on considérait qu'une femme qui allait accoucher allait avoir mal, donc on mettait obligatoirement une boîte de Doliprane dans la chambre. Résultat, elle pouvait en prendre 1 ou 2.
Si ça prenait rien, comme le médicament était rentré dans la chambre, dans le meilleur des cas, elle l'emmène, c'est bien. Dans le pire des cas, on jette. Donc aujourd'hui, on ne met plus de boîte de Doliprane. On attend qu'elle demande. Donc quand on revoit les pratiques de soins, c'est des choses des fois toutes simples. Je vous donne un autre exemple, dialyse. On utilise des poches de 5 litres de dialysé par patient. On jette 2 litres de produit par patient. Donc à chaque dialyse, elle porte 5 litres de produit, elle l'accroche et elle jette dans l'évier 2 litres. Quand on demande le nombre de dialysés par an, 12 000. Donc on achète 24 000 litres de produits qu'on transporte et qu'on jette. À un moment donné, on se dit, bon, il y a peut-être d'autres solutions. Donc quand on va sur le terrain accompagner, il y a plein de pratiques qui changent et qu'on accompagne. Je vous donnerai toutes, bloc opérateur sur le tri des déchets, sur la stérilisation, sur la néonate. On a 12 couveuses, elles étaient allumées toutes en même temps, tout le temps. On ne sait jamais s'il en arrivait 12 d'un coup. Quand on demande la moyenne, il en arrive 2, 3. Donc aujourd'hui, il n'y en a que 2 allumées. Et c'est rare quand il y a un troisième, il faut 20 minutes pour qu'elle monte en température, et ça se passe très bien. Donc il y a plein de pratiques qui sont usuelles, qu'il faut arriver à accompagner, à changer. Mais on s'aperçoit qu'il y a des gains, Julien l'a pas dit, mais sur les dasseries, on a 1200 € la tonne. Sur les heures de ménagère, on a 200 € la tonne. Quand ils baissent de 50%, de 60 tonnes, ils gagnent 60 fois 1200 €. Donc vous voyez le budget déjà que ça représente. Et en termes d'investissement, c'est pas non plus des coûts énormes à faire. Juste un petit mot. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas beaucoup parlé de prévention aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, parler de prévention, c'est aussi parler de transition écologique. Encore une fois, à double titre, puisque faire de la prévention, ça va nous permettre d'éviter un certain nombre de recours aux soins, donc de décarboner et de garantir aussi la soutenabilité du système. Et de la prévention en intégrant les facteurs environnementaux qui aujourd'hui, en tout cas du côté de l'assurance maladie, on mène des campagnes de prévention auprès de l'ensemble des assurés sociaux, mais on n'avait pas vraiment investi ce champ de l'environnement. Et alors qu'il y a aussi des messages apportés sur les fortes chaleurs, certaines pathologies, mais aussi par exemple sur les perturbateurs endocriniens, sur la qualité de notre alimentation, etc. Et c'est des champs sur lesquels on souhaite s'engager dans les années qui viennent pour là aussi éviter et générer des co-bénéfices pour le climat, pour la santé et pour la sécurité sociale. Coralie ? Ce que je voudrais ajouter, c'est que réussir sa transition écologique, c'est la même chose que gérer un désert médical. Plus on va le prendre tôt et plus on va agir vite, mieux ça va se passer. Le désert médical, s'il faut 10-12 ans pour former un médecin, il faut prendre les décisions en amont. Pour faire pousser un arbre, pour qu'il soit... il faut une dizaine d'années. Pour changer les mœurs, il faut parfois des années. Donc si on n'agit pas assez rapidement, le coût de la transition énergétique, il va exploser. Donc il faut que les pouvoirs publics puissent se saisir de cet enjeu, puissent financer et mettre des outils à disposition des professionnels de santé et inciter les professionnels de santé et les patients à réaliser leur transition écologique. Merci. Vous voulez clôturer peut-être, Madame Manoli ? Allez-y, Michel. Allez-y. Je pense que toute transition écologique doit passer par de la participation citoyenne. Si on ne sensibilise pas le public, ce sera difficile d'arriver jusqu'au bout. Merci pour ces mots de conclusion. On va passer du coup aux questions, s'il y en a dans la salle. Oui, merci beaucoup. Il y a un aspect que vous avez abordé, notamment Monsieur Angard, autour du coût qu'on peut avoir au fait de ne pas agir sur la transition écologique en termes de santé environnementale et donc de personnes qui tombent malades pour des pollutions atmosphériques et autres. Est-ce que vous auriez davantage d'éléments à nous donner sur ce sujet, des données? On a vu passer pas mal de chiffres la semaine dernière sur ce sujet en lien avec les dernières innovations législatives. Et peut-être que vous auriez des éléments là-dessus. Alors là, tu me prends au dépourvu. Je l'ai dans mes pompes, là, mais je ne sais pas où. Manifestement, il y a du chiffrage là-dessus. Et manifestement, il y a des économies à faire. Et je te dirai ça demain. Y a-t-il d'autres questions ?
Vous disiez tout à l'heure, et on en a tout à fait conscience, nous, en tant que fabricants de dispositifs médicaux, que le dispositif médical a un impact fort au niveau de son empreinte carbone. Juste peut-être quelques éléments sur lesquels nous, au sein de l'équipe chez Ecopen, on a à cœur de travailler. Évidemment, c'est l'ensemble du respect de l'ensemble des règles REACH, ROHS, qui vont nous imposer un certain taux de certains matériaux dans certains composants ou sous-systèmes. Je ne vous cache pas que ça a un coût et que ça ne va faire qu'augmenter le coût de la santé parce que ce sont des composants qui coûtent plus cher, qui sont plus compliqués à développer, dans lesquels il y a plus d'innovation parce qu'on remplace du plomb par un autre matériau. Ça, on y a à cœur et de toute façon, il y a un ensemble de règles européennes sur lesquelles on est contraint, je dirais, de s'aligner. De toute façon, c'est dans l'ADN de l'équipe. Par ailleurs, tout ce qui est la partie numérique des dispositifs numériques, il y a des solutions aujourd'hui. Nous, on a mis en place, tous nos algorithmes tournent sur mobile, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas sur des clouds, donc on ne fait pas tourner des serveurs gigantesques pour faire du calcul, on optimise vraiment nos codes informatiques, pareil, hein, ça a un coût, et ça a un coût en délai et financier, pour optimiser tous les algorithmes, jusqu'à nos algorithmes d'intelligence artificielle. On n'a pas parlé encore aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais pour vraiment les faire tourner sur mobile et pas les faire tourner sur des clouds. Et je pense que c'était un peu la question de tout à l'heure sur les nouveaux agents qui aujourd'hui sont des grands consommateurs d'énergie et qui ont des empreintes carbone particulièrement fortes. Ensuite, on s'est concentré sur une imagerie qu'on a voulu la plus fiable possible, évidemment. On est dans le domaine de la santé, mais surtout la plus légère. C'est-à-dire que son transfert est moins lourd qu'un morceau de musique qu'on écouterait sur un outil de service de musique français, suédois ou quel qu'il soit. Et donc on essaie vraiment d'avoir à cœur ce genre de choses. Enfin, sur l'optimisation de nos applications mobiles, on est sans doute le dispositif d'imagerie ultra portable le plus compatible en termes de gamme de smartphones, alors que vous allez avoir des solutions beaucoup plus chères qui vont demander d'avoir le dernier smartphone avec telle puissance de calcul, etc. Et nous, on est compatible, et notamment back compatible, c'est-à-dire compatible avec des plus vieux téléphones, donc on n'est pas obligé de remplacer tous les 5 ans. Donc il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience au niveau des startups du dispositif médical, qu'il soit hardware ou software, d'aller dans cette direction-là. Il y a des normes sur lesquelles nous, on travaille, et je pense que c'est important que aujourd'hui, dans les marchés publics, les appels d'offres ou les volontés d'équipement des hôpitaux, ces éléments-là, au-delà du prix, au-delà de la performance, mais aussi sur les efforts faits par ces entreprises qui ont à cœur justement de rentrer dans cette transition énergétique, soient pris en compte de manière beaucoup plus importante dans leur choix d'équipement. Voilà. Merci beaucoup. Vous souhaitez réagir ? Juste répondre à Maël, j'ai trouvé chez vous. Les coûts sanitaires liés aux émissions du secteur de santé est d'environ 25,6 milliards d'euros en Europe, et il pourrait être réduit de 39% en diminuant les émissions de 55% d'ici 2030. C'est une étude de l'Association des écoles nationales de santé publique d'Europe. Une dernière question peut-être Peut-être un petit mot juste sur l'implication des industries de santé, que ce soit le médicament ou des dispositifs médicaux, effectivement, dans le cadre de la feuille de route planification écologique du système de santé qui est pilotée par le ministère de la Santé, la DGOS. On sent effectivement qu'il y a une vraie mobilisation de ces acteurs sur ces enjeux, une envie en tout cas d'avancer avec les pouvoirs publics pour décarboner la production de ces différents produits. L'idée, c'est là aussi de produire des méthodologies qui vont être utilisées par l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir faire des bilans carbone. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a ces données pour les médicaments ou pour les dispositifs médicaux, de pouvoir construire les politiques publiques qui vont accompagner ce mouvement et intégrer, ce que vous disiez, des critères dans les appels d'offres, donner aussi l'information aux professionnels de santé. Alors, peut-être plus pour les médicaments pour le coup, mais de pouvoir dire à qualité des soins équivalente, à sécurité équivalente, j'ai l'information qui me permet de choisir le traitement ou le produit qui a l'impact environnemental le plus faible. Merci. Apparemment, une dernière question. Une dernière question, si vous voulez. C'est un sujet que je soulève souvent, j'en ai parlé avec M. Stéphane. Un sujet qui me tient à cœur. Nous sommes dans une école des mines avec de la recherche.
c'est les résidus médicamenteux dans l'eau. Et si vous voulez, personne, j'en ai parlé ici à l'école des mines depuis très longtemps, c'est très difficile. Et pourtant, c'est un problème, je crois, majeur pour les résistances aux antibiotiques, les pilules contraceptives, les médicaments psychiatriques. Je trouve qu'il y a un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, trouver un filtre médicamenteux, un filtre qui bloque, pardon, les résidus médicamenteux, je crois que ce serait un problème majeur de santé publique. Alors, à l'hôpital d'Orly, on a fait une étude sur les résidus médicamenteux de l'hôpital. Et on a travaillé avec l'université de Nîmes, qui a créé un outil qui permet, à partir des achats, de modéliser vos rejets. Mais c'est pour l'hôpital. Mais l'hôpital, aujourd'hui, sur un territoire, je pense que c'est 20% des rejets. Le reste, c'est la population. C'est la consommation. Et donc, à un moment donné, l'hôpital peut pas... Il était question pour un temps que les hôpitaux investissent dans des stations d'épuration pour traiter leurs rejets. Mais traiter 20% des rejets pour rejeter une eau qui en contient 80%, ça n'a aucun intérêt. Donc, je dirais, c'est entre guillemets aux collectivités qui détiennent les stations d'épuration de trouver des moyens pour traiter ça. Je pense que, voilà, aujourd'hui, dans les animations qu'on peut faire de temps en temps avec le jeu Planisphère, on voit bien que la station d'épuration, les boues vont être reprises, vont être épandues dans les champs, vous allez faire de la culture derrière, donc le cycle, il est infernal. Bernard, juste un complément. Il y a une équipe à l'INU Champollion qui s'occupe de ce sujet, une équipe de biologistes qui s'occupe de la présence des médicaments dans les rejets des stations d'épuration et qui a montré que ça rendait certains poissons hermaphrodites. Voilà. Ouais, donc on n'a pas par contre trouvé les solutions, mais il y a une équipe qui a quantifié. Ce qu'on peut vous dire en complément, on était à Santé Expo, il y avait une présentation du CHRU de Strasbourg sur une étude sur les abeilles. Aujourd'hui, le grand discours, c'est de dire que c'est les pesticides qui dérangent les abeilles. Dans les résultats de l'étude, je n'ai pas encore l'étude complète, hein, mais ils annoncent que ce n'est pas les pesticides, c'est les médicaments. C'est 2 molécules qui perturbent les abeilles. Donc vous voyez que le discours ne va pas être le même. C'est-à-dire que les impacts, ils sont plutôt du secteur de la santé que du secteur des agriculteurs. Je ne dis pas qu'il y en a pas qui vont être trouvés, c'est pas pour aller... C'est ça. Donc vous voyez que les impacts, ils vont être différents de ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. C'est pas pour déloigner les pesticides et les autoriser, hein, je veux dire tout de suite. Hein. Merci beaucoup pour vos retours, merci chers invités. Ah, alors il y a la dernière question qui arrive après les applaudissements. Ouais, pardon, c'était rien à voir. Pas de souci, allez-y. Voilà, je voulais saluer donc les kinés, les médecins sur les green réa, tout ça. Je voulais juste parler pourquoi à domicile et pourquoi en France on ne peut pas avoir de la délivrance de médicaments à l'unité. Je suis infirmier libéral, je retrouve des pharmacies complètes chez les gens qu'on jette, qu'on ne peut pas rendre aux pharmacies parce que maintenant on est obligé de les détruire. Pourquoi on ne peut pas le faire alors que c'est fait dans notre pays, ne serait-ce qu'aux États-Unis, hein. Et on a des confrères, vous avez des confrères apparemment pharmaciens qui ont même été jugés parce qu'ils l'ont fait lors de crises après de l'isolage. Pourquoi on ne peut pas le faire? Je vais rapidement vous répondre, si vous voulez, parce qu'en France on est complexe. Si on délivre 2 comprimés d'une boîte, il faut donner le numéro du lot et faire une notice avec cette boîte. S'il y a 2 comprimés d'une boîte, s'il y en a 3 d'une autre, qu'il en reste 3 dans une autre, il faudra faire de nouveau un numéro de lot, une tarification avec le numéro de lot, de nouveau éditer une plaquette. Le papier, si vous voulez, c'est infernal. On s'est aperçu, si vous voulez, on ne l'a pas fait pendant le Covid, on l'a pas fait, on a délivré comme ça. Mais je vous assure, je peux vous dire, j'ai eu une plainte. Mais parce qu'ils achètent, si vous voulez, parce que chez nous on a des boîtages. Eux, ils ont des pots par exemple d'amoxicilline, 1000 comprimés, je vous dis n'importe quoi, 1000 ou 2000, ils pompent là-dedans. Nous, c'est des boîtes qu'il faut déconditionner. Et quand on déconditionne une boîte, il faut systématiquement, c'est la loi française, mettre une notice. Vous avez vu, il va supprimer la Alors, messieurs, juste, on a quelqu'un qui veut intervenir. Allez-y, Mme Traun, si vous voulez répondre du coup. Oui, alors le sujet du gaspillage des médicaments, des produits de santé, c'est évidemment un sujet prioritaire. On a parlé de décarboner la chaîne de production des médicaments. Il faut aussi regarder la consommation et voilà, tout ce qu'on peut éviter en termes de gaspillage. On a déjà le sujet de pouvoir quantifier le phénomène. Donc il y a pas mal d'études en cours actuellement pour essayer de quantifier, caractériser. Il y a une étude qui a été menée à l'hôpital cette année, les résultats vont être publiés prochainement par le réseau Médite et le C2DS qui vise à justement quantifier
les médicaments, les déchets issus des médicaments, qu'est-ce qu'on jette, combien on jette. Donc il y a plus de 200 établissements qui ont participé, donc ça devrait déjà nous donner des informations sur quels sont les produits qu'on retrouve et donc quels sont potentiellement les leviers derrière pour éviter de jeter ces produits-là. Et s'agissant de la ville, on est en train de mener, côté assurance maladie avec Cyclamed et la NSM, une étude pour aller regarder dans les cartons Cyclamed, là aussi, qu'est-ce qu'on retrouve en termes de produits, de quantité, de date de péremption, etc., pour là aussi se dire, face à cette photo, quels sont nos leviers d'action pour diminuer le gaspillage. S'agissant de la dispensation à l'unité, j'espère qu'on va trouver un jour collectivement la solution en France, assurance maladie, pharmaciens, industriels, pour développer ce qui fonctionne à l'étranger, mais que, voilà, force est de constater, on a du mal à développer aujourd'hui en France. Vous l'avez rappelé, il y a une décision du conseil régional de l'ordre qui implique deux pharmaciens qui ont fait de la dispensation à l'unité hors cadre pour répondre à des situations de pénurie, d'accès aux soins de leurs patients dans une zone rurale. C'est une décision qui est difficilement compréhensible. Et donc, mais après, pour avoir échangé avec des représentants nationaux aussi des pharmaciens, c'est aussi un enjeu, ça prend du temps effectivement de déconditionner, voilà, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution collectivement pour répondre à cette problématique. C'est fort intéressant, je suis désolé de devoir clôturer parce qu'il y a beaucoup d'impératifs avec des jeunes à la salle qui doivent prendre des avions ou des trains. Je vais laisser la parole du coup à Madame Détouche pour la clôture de cette journée. Merci encore.